Le personnel de l'aéroport appelle un policier sur une adolescente noire, sans voix, lorsque son père arrive et qu'il s'avère être le chef du FBI. La main de l'agent de la TSA s'est levée, comme un agent de la circulation arrêtant Zora Washington, 17 ans, dans son élan. Quelque chose dans la façon dont les yeux de la femme se sont rétrécis, la courbe subtile de sa lèvre lorsqu'elle a scanné le passeport de Zora, suggérait que ce ne serait pas un contrôle de sécurité de routine. Zora avait déjà pris l'avion de nombreuses fois pour des concours d'équipe de débat, des vacances en famille et des tournées universitaires, mais elle n'avait jamais été mise à l'écart comme ça. Elle n'avait jamais senti des dizaines d'yeux curieux lui percer le dos alors que l'agent parlait dans sa voix de radio, volontairement plus basse. Et Zora ne s'attendait certainement pas à ce que, dans les 24 heures suivantes, son nom serait en vogue sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle envahirait l'allée de sa famille, ou que son père, un homme qui avait passé toute sa carrière à éviter les projecteurs, y entrerait enfin, déclenchant une tempête qui exposerait les failles sous la surface de leur vie apparemment parfaite. Zora déplaça son poids d'un pied sur l'autre, hyper consciente de la file d'attente qui se formait derrière elle. Au point de contrôle de sécurité à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, il y avait le chaos habituel d'un vendredi après-midi. Les voyageurs se précipitaient pour prendre leur vol de retour. Les familles rassemblaient leurs enfants et leurs bagages. Les étudiants commençaient leurs vacances de printemps. Y a-t-il un problème ? Zora demanda, en essayant de garder sa voix stable. L'agent de la TSA, Kendrick, selon son badge, ignora la question, continuant à scruter la carte d'identité et la carte d'embarquement de Zora avec une intensité qui semblait excessive. Kendrick était d'âge moyen, ses cheveux blonds raides étaient tirés en arrière si étroitement qu'ils semblaient douloureux. « Où vas-tu voler aujourd'hui ?» Kendrick demanda finalement, bien que les informations soient clairement imprimées sur la carte d'embarquement qu'elle tenait. Visite du campus du MIT à Boston, Zora répondit en luttant pour empêcher l'émotion de gagner sa voix. Elle avait travaillé trop dur pour cette opportunité pour laisser un agent de sécurité qui abuse de son pouvoir la gâcher. « Et tu voyages seule ? » « Oui, je suis seule, » répondit Zora. Elle redressa les épaules. « J'ai 17 ans. » L'agent leva légèrement les sourcils. « Cette pièce d'identité indique que tu as eu 17 ans le mois dernier. » C'est exact. Le regard de Kendrick passa de la photo du passeport au visage de Zora, puis revint sur la photo. « Les cheveux sont différents, dit-il. » Zora résista à l'envie de toucher ses tresses, sur la photo d'identité prise il y a près de 5 ans, lorsque ses cheveux avaient été lissés chimiquement, la préférence de sa mère, pas la sienne. « J'ai changé de coiffure. » « C'est permis ?» L'agent pinça les lèvres. « Attends ici. » Zora regarda Kendrick s'éloigner pour conférer avec un autre agent, un homme trapu avec une coupe de cheveux de style militaire, qui n'arrêtait pas de la regarder dans sa direction. Son estomac se serra, ce n'était pas arrivé par accident. Derrière elle, quelqu'un soupira bruyamment. « Allez, certains d'entre nous ont des vols à prendre », une voix masculine se plaignit. Kendrick revint, cette fois accompagné de sa collègue. « Madame, j'ai besoin que vous vous approchiez ici, s'il vous plaît. »« Pourquoi ?» Zora demanda, consciente que son rythme cardiaque s'était accéléré. « C'est juste un contrôle supplémentaire de routine. »« Il n'y a rien de routinier là-dedans, » Zora répondit, en gardant sa voix basse mais ferme, comme son père le lui avait appris. « Vous regardez ma carte d'identité valide depuis 5 minutes. Si vous refusez d'obtempérer, nous devrons appeler la sécurité. » Zora sentit la chaleur lui monter au visage. « Je ne refuse pas d'obtempérer. Je demande pourquoi je suis pointée du doigt alors que j'ai fourni une pièce d'identité appropriée. » L'agent masculin s'approcha. Zora repéra une famille blanche, un père, une mère et une fille adolescente de son âge, qui passaient devant un autre agent sans qu'on y prête plus attention, malgré la carte d'identité de leur fille qui ne recevait qu'un regard superficiel. « J'aimerais parler à un superviseur, » Zora dit, se souvenant du ton calme et autoritaire de son père lors des appels téléphoniques difficiles. « Ne jamais élever la voix, » lui avait-il dit. « Faites-les élever la leur. Ainsi, tout le monde sait qui perd le contrôle. »« Un superviseur ?» Kendrick répéta, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, Craig, appelleriez-vous une assistance supplémentaire ?»
L'agent masculin parla dans sa radio, et Zora sentit sa poitrine se serrer. Elle savait ce que signifiait assistance supplémentaire. Elle avait vu cela arriver à d'autres, toujours des gens qui lui ressemblaient, ou qui portaient des hijabs ou parlaient avec un accent. Jamais l'homme d'affaires blanc en costume froissé ou les étudiantes blondes en sweatshirt de sororité assorti. Je vais rater mon vol, Zora dit, en jetant un coup d'œil à la grande horloge au-dessus de sa tête. Ma visite est prévue pour demain matin. Ce n'est pas mon problème, Kendrick répondit. Ce qui me préoccupe, c'est la sécurité. Qu'en est-il de ma sécurité? Zora rétorqua, d'une voix calme mais décidée, son cœur battant à tout rompre. Rencontrez votre fille à l'aéroport, son père est déjà en route. Il était dans une réunion de bureau à l'extérieur du centre-ville d'Atlanta lorsque je lui ai envoyé un texto pour savoir ce qui se passait. Il devrait être là dans l'heure. Zora a regardé les officiers échanger des regards, des calculs mentaux se produisant clairement derrière leurs yeux. Pendant ce temps, sa mère a continué, je m'attends à ce que ma fille soit libérée immédiatement et aidée à prendre son vol. Bien sûr, a répondu Rivra rapidement. Nous l'escorterons rapidement à travers la sécurité nous-mêmes. Ce ne sera pas nécessaire, a rétorqué sa mère. Assurez-vous simplement qu'elle ne soit pas davantage retardée après avoir terminé l'appel. Rivra s'est tourné vers Zora avec un sourire forcé. Laissez-vous conduire à votre porte, mademoiselle Washington. L'officier Matthews, maintenant remarquablement silencieux, lui a rendu son passeport et sa carte d'embarquement sans la regarder dans les yeux. J'ai raté mon vol, n'est-ce pas? A demandé Zora en vérifiant l'heure. Rivra a vérifié sa montre. Nous avons appelé à l'avance et leur avons demandé de tenir la porte, alors qu'ils quittaient la pièce. Rivra marchait à ses côtés avec une déférence retrouvée. Zora se demanda ce qui se serait passé si ses parents n'avaient pas été un haut fonctionnaire du FBI et un associé dans un grand cabinet d'avocats. Si elle avait été juste une adolescente noire ordinaire, essayant d'attraper un vol sans parents puissants pour invoquer, cette pensée lui laissa un sentiment de vide dans la poitrine. Fidèle à la parole de Rivra, ils ont radio en avant et Zora a été précipitée à travers la sécurité et à sa porte, où l'appel final d'embarquement était annoncé. Alors qu'elle s'installait dans son siège, secouée mais déterminée à se concentrer sur sa visite au MIT, Zora n'a pas réalisé que quelqu'un avait téléchargé une vidéo de sa confrontation initiale à la sécurité. Au moment où son avion atterrissait à Boston, le clip approchait le million de vues. Le hashtag volait pendant que Zora était tendance nationalement, et le profil bas soigneusement maintenu de son père serait brisé à jamais. Le directeur adjoint Marcus Washington était assis rigidement à l'arrière du SUV du bureau, pendant que l'agent spécial Carlson naviguait dans le trafic de l'après-midi d'Atlanta. Son visage habituellement éduqué à la neutralité professionnelle ne trahissait rien de la tempête qui se préparait en lui. Seul le tapotement rythmique de son index contre sa cuisse, un signe rare, faisait allusion à son état d'esprit. « À 5 minutes, monsieur, Carlson a dit en regardant dans le rétroviseur. Marcus hocha la tête, une fois, nette et précise. Sur ses genoux, son téléphone vibra avec une autre notification. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était, un autre média reprenant l'histoire, une autre augmentation des vues pour la vidéo montrant sa fille entourée d'officiers. Diana, sa femme, lui avait envoyé le lien par SMS il y a 1 heure, avec un message, corrigez cela. 23 ans au bureau avait appris à Marcus la patience, la pensée stratégique et l'importance de garder sa vie personnelle et professionnelle rigoureusement séparées. Il avait gravi les échelons méthodiquement, d'agent de terrain à superviseur d'escouade, d'agent spécial adjoint en charge à son rôle actuel de supervision des enquêtes criminelles les plus sensibles du bureau. Tout au long de son ascension, il avait maintenu une confidentialité presque obsessionnelle autour de sa vie de famille. Peu de ses collègues savaient grand-chose sur Diana ou Zora, au-delà de leur nom. Cette séparation avait été délibérée. Plus il montait, plus il accumulait des ennemis, des politiciens corrompus, des figures du crime organisé, des criminels en col blanc dont il avait démantelé les empires. Garder sa famille hors des projecteurs était une mesure de sécurité, s'il était honnête avec lui-même, c'était aussi un moyen de les protéger de certaines réalités de sa vie. Marcus avait navigué sur un terrain complexe de racisme institutionnel, de préjugés occasionnels et de pression constante pour être irréprochable au début de sa carrière.
Il avait appris à choisir soigneusement ses batailles, à avaler certaines indignités, à présenter un extérieur imperturbable qui mettait ses collègues blancs à l'aise. C'était une performance qu'il avait perfectionnée au fil des décennies. Le professionnel consommé, qui n'a jamais fait de la race un problème, même quand c'était clairement le cas. Diana l'avait appelé son armure de respectabilité et l'avait parfois critiqué pour cela, en particulier lorsqu'il avait conseillé à Zora d'adopter la même approche. On ne peut pas se sortir du racisme avec la respectabilité, disait Diana. Parfois, elle lui disait qu'il fallait l'affronter de front. Maintenant, alors que le terminal principal de l'aéroport apparaissait, Marcus se demanda si sa fille avait eu raison de tenir bon pour refuser d'être intimidée et de se conformer. Une partie de lui, la partie qui était simplement un père et non un fonctionnaire fédéral, ressentit une vague de fierté face à son courage. Une autre partie s'inquiéta des conséquences de ses actes devenant si publics. « J'attendrai avec le véhicule », dit M. Carlson, alors qu'il s'arrêtait sur le trottoir du terminal. Marcus redressa sa cravate, une habitude avant les confrontations. « Ça ne devrait pas prendre longtemps », répondit-il. Les portes automatiques s'ouvrirent et Marcus se précipita dans le terminal animé. Ses accréditations de bureau déjà en main, il avait appelé à l'avance, il l'attendait. Plusieurs personnes lui jetèrent un coup d'œil alors qu'il passait devant, une grande silhouette imposante dans son costume sur mesure, la sévérité de son expression gardant les approches désinvoltes à distance. Au point de contrôle de sécurité, Marcus repéra immédiatement le capitaine Rivera. L'homme faisait les 100 pas, vérifiant occasionnellement sa montre. Quand il vit Marcus s'approcher, la reconnaissance apparut sur son visage, suivie d'une grimace mal dissimulée. « Le directeur adjoint Washington », dit Rivera en tendant la main. « Je ne peux pas vous dire à quel point nous regrettons ce malheureux malentendu. » Marcus ignora la main tendue. « J'aimerais parler aux officiers impliqués maintenant. » Le sourire de Rivera faiblit. « Bien sûr. Nous avons préparé une salle de conférence. »« Non, ici où c'est arrivé, monsieur. Peut-être qu'un endroit plus privé serait plus approprié ?» Marcus interrompit, sa voix dangereusement douce. « Ce n'était pas accordé à ma fille quand elle a été humiliée en public et détenue sans raison. Je parlerai à vos officiers ici. » Rivera déglutit, visiblement mal à l'aise, puis hocha la tête vers un bureau de sécurité à proximité. Quelques instants plus tard, l'officier Matthews et l'agent de la TSA, Kendrick, sortirent, tous les deux avec l'air clairement mal à l'aise. Marcus les regarda d'un seul coup d'œil, Matthews avec sa posture rigide et ses yeux provoquants, Kendrick avec son expression pincée et ses mains nerveuses, n'ayant pas osé le regarder dans les yeux. « L'avion de ma fille est parti il y a 40 minutes, commença Marcus d'un ton mesuré. Elle avait une pièce d'identité valide, une raison légitime de voyager, et aucun article interdit. L'un d'entre vous voudrait-il expliquer pourquoi elle a été détenue ? » Matthews esquiva son regard. « Monsieur, nous suivions le protocole de vérification d'identité. Avez-vous essayé de vérifier son identité en appelant le numéro sur sa carte de contact d'urgence ou en contactant le bureau extérieur du FBI, dont elle vous a correctement informé qu'il s'agissait de mon employeur ? » Nous avons essayé de contacter sa mère, proposa Kendrick, après l'avoir détenue pendant près de 30 minutes. Vous avez essayé de la contacter après l'avoir accusée de mentir, après avoir créé un spectacle public qui circule maintenant sur les réseaux sociaux, répondit Marcus. Rivera intervint. Je veux vous assurer que nous procédons à un examen complet de cet incident. Marcus tourna son attention vers le capitaine. Je ne suis pas intéressé par vos examens internes, capitaine. Je veux savoir pourquoi ma fille a été profilée. Le directeur adjoint, personne n'a été profilé. Expliquez-moi alors pourquoi une étudiante de 17 ans avec des papiers valides a été sélectionnée pour un contrôle supplémentaire, alors que d'autres de son âge sont passés sans incident. Les trois officiers échangèrent des regards. La photo que Kendrick avait commencée avait 5 ans. Comme c'est le cas pour de nombreux voyageurs adolescents, mais d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre eux prennent leur vol sans incident. Il fixa son regard sur Kendrick. Combien d'adolescents blancs avez-vous arrêtés aujourd'hui parce que leur apparence avait changé depuis que leurs photos de passeport ont été prises ? Le visage de Kendrick rougit. Je ne compte pas par race. Peut-être devriez-vous le faire.
Cela pourrait être éclairant. Matthews se redressa, indigné. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, nous faisons juste notre travail. Les menaces à la sécurité se présentent sous toutes les formes, y compris les filles de 17 ans qui voyagent pour la tournée universitaire. Marcus demanda à l'officier Matthews d'un ton plat. J'ai passé ma carrière à identifier les menaces réelles à la sécurité. Ma fille n'en fait pas partie, et tout officier compétent s'en serait rendu compte en quelques minutes. Rivera s'avança, clairement désireux de désamorcer la situation. Le directeur adjoint, nous nous excusons sincèrement pour cet incident. Nous assurons une formation supplémentaire. La formation n'est pas le problème. La politique du capitaine, c'est la culture, rétorqua Marcus. Son regard balaya les 3 officiers. Ma fille a tout fait correctement. Elle a présenté une pièce d'identité valide, elle a répondu à vos questions, elle a fait valoir ses droits calmement et respectueusement, et elle a toujours été traitée comme une menace. Il se rapprocha de Matthews, qui recula légèrement, involontairement. Ma fille rentre chez elle dimanche soir. Si elle subit ne serait-ce qu'un instant d'examen inutile lors de son voyage de retour, je veillerai personnellement à ce que cet incident reçoive toute l'attention de la division des droits civiques du ministère de la Justice. La menace implicite planait dans l'air. Ce ne sera pas nécessaire, assura rapidement Rivera. Nous nous assurerons que son voyage de retour se passe bien. Voyez ce que vous faites, répliqua Marcus en se tournant pour partir. Puis, il s'arrêta. Capitaine, je vous suggère de préparer votre équipe des affaires publiques. La vidéo de cet incident a déjà plus d'1 demi-million de vues. Vous devriez peut-être prendre de l'avance sur l'histoire. Alors que Marcus s'éloignait, il entendit Rivera envoyer d'urgence quelqu'un pour contacter leur service des relations avec les médias. La confrontation s'était déroulée en grande partie comme prévu, tendue mais contrôlée, son autorité n'avait jamais été remise en question. En sortant du terminal, un sentiment de vide s'installa dans son estomac. Pendant des années, il avait appris à Zora à naviguer dans un monde qui ne la traiterait pas toujours équitablement. Garde la tête basse, excelle au-delà des attentes, ne fait pas de vagues. La préparait-il à la réalité ou détenue en public et accusée de mentir? Lorsqu'elle mentionna mon poste au bureau, il fit une pause, son regard balaya l'assemblée, puis se posa sur les journalistes présents. Il dit : Je parle aujourd'hui non seulement en tant que fonctionnaire du FBI, mais aussi en tant que père. Ce qui est arrivé à ma fille n'est pas un incident isolé. Cela fait partie d'un modèle de profilage racial qui touche des milliers de voyageurs chaque année. La plupart d'entre eux n'ont pas le privilège d'avoir un parent avec un titre qui attire l'attention immédiate lorsqu'il est invoqué. Zora coupa son souffle. Son père n'avait jamais parlé aussi directement de la question raciale dans un contexte professionnel. Les officiers impliqués avaient qualifié cela de « malentendu », mais il continua. J'appelle cela ce que c'est, du profilage basé sur des préjugés raciaux, conscients ou inconscients. Bien que ma fille ait eu la chance d'avoir des ressources et des relations qui ont permis de résoudre sa situation relativement rapidement, beaucoup d'autres font face à des conséquences bien plus graves pour des malentendus similaires. La caméra se tourna vers le directeur du FBI, dont l'expression neutre ne parvenait pas à dissimuler son malaise. En tant que professionnels de l'application de la loi, nous ne pouvons pas prétendre défendre la justice tout en ignorant l'injustice dans nos propres systèmes. J'ai consacré ma carrière au bureau précisément parce que je crois en sa capacité à protéger tous les Américains de manière égale. Cette croyance m'oblige à reconnaître que lorsque nous ou nos agences partenaires échouons à atteindre cet idéal. Il agrippa les côtés du podium, se penchant légèrement. J'ai lancé une demande officielle au ministère de la Justice pour revoir la formation et les protocoles de la TSA et de la police de l'aéroport concernant le contrôle des passagers. De plus, je suis en train de créer un groupe de travail au sein de la division des droits civiques du FBI pour collecter et analyser des données sur d'éventuels incidents de profilage dans les transports. Des murmures parcoururent la salle. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était une initiative politique lancée sans avertissement. Si vous appréciez cette histoire, j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et me fassiez savoir dans les commentaires d'où vous regardez. Votre soutien signifie tout et j'aime avoir de vos nouvelles à travers le monde. En conclusion, son père ajouta. Je veux m'adresser aux officiers qui ont arrêté ma fille.
Je comprends que vous pensiez suivre le protocole, mais les protocoles qui ont un impact disproportionné sur certaines communautés ne sont pas neutres, quelle que soit l'intention. Comme ma fille l'a démontré hier, il est possible et nécessaire de remettre en question les systèmes qui perpétuent les inégalités, même lorsque cela est inconfortable ou gênant. Il redressa les épaules. Je suis fière d'elle d'avoir tenu bon. Elle m'a rappelé que nos titres et nos positions ne signifient rien si nous ne les utilisons pas pour créer une société plus juste. Merci. Des questions fusèrent alors qu'il s'éloignait du podium, mais il se contenta de hocher la tête une fois vers le directeur avant de quitter la salle de briefing. Zora était assise, un café glacé oublié, alors que les commentateurs commençaient à analyser la déclaration de son père. Elle ne l'avait jamais entendu parler aussi énergiquement de la justice raciale dans le cadre de sa capacité professionnelle. En grandissant, ses conseils avaient toujours été pragmatiques, axés sur la navigation dans les préjugés plutôt que sur leur confrontation, excelle pour qu'ils ne puissent pas t'ignorer. Choisis tes batailles, travaille au sein du système pour le changer. Pourtant, il était là, tirant parti de sa position pour exiger un changement systémique, reconnaissant publiquement la réalité du profilage racial et, plus surprenant encore, exprimant sa fierté d'avoir défié l'autorité. Son téléphone s'alluma avec un texto de son père. Comment se passe la tournée ? Une question si simple, comme s'il n'avait pas potentiellement modifié la trajectoire de sa carrière. Comme si le tremblement de terre personnel et professionnel qu'il venait de déclencher n'était qu'un autre jour au bureau. Zora répondit. Papa, je viens de regarder ta conférence de presse, est-ce que tu vas bien ? Sa réponse arriva rapidement. Jamais mieux. On parlera ce soir, concentre-toi sur ta tournée, cette école pourrait être ton avenir. Priya s'approcha, 2 cafés frais en main. Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'une recharge. Zora hocha la tête en glissant son téléphone alors qu'il traversait le campus. Elle remarqua plus de regards, plus de chuchotements, mais il semblait différent maintenant, moins intrusif, plus encourageant. Ou peut-être que ce qui avait changé, c'était sa propre perception, le poids de devenir un symbole réticent se déplaçant légèrement du fardeau à la responsabilité. Tu sais, dit Priya en s'approchant de l'imposant bâtiment de verre qui abritait les installations informatiques du MIT, il y a ce groupe de recherche incroyable ici, axé sur la justice algorithmique, qui développe des systèmes d'IA pour identifier et corriger les préjugés dans tout. De la reconnaissance faciale aux demandes de prêt. Le professeur Chen qui le dirige recrute spécifiquement des étudiants apportant des perspectives diverses et des expériences vécues. Zora pensa aux paroles de son père, les diplômes ne signifient rien si nous ne les utilisons pas pour créer une société plus juste. J'aimerais en savoir plus à ce sujet, dit-elle, ressentant un sens renouvelé du but alors qu'ils entraient dans le bâtiment. Quoi qu'il arrive, pour elle, pour son père, pour sa famille, elle y ferait face avec la même clarté et la même conviction qu'elle avait montrée à l'aéroport, tenant bon non seulement pour elle-même mais pour tous ceux qui ne le pouvaient pas. La maison de la famille Washington se trouvait dans une rue calme de Brookhaven, une banlieue aisée au nord-est d'Atlanta. C'était une majestueuse maison coloniale avec un large porche et des jardins méticuleusement entretenus, le genre de maison qui signalait le succès sans ostentation. Aujourd'hui, cependant, la scène paisible avait été perturbée par 3 fourgonnettes garées de l'autre côté de la rue, leurs antennes paraboliques déployées comme des périscopes curieux. À l'intérieur, Marcus était assis à l'îlot de cuisine, ses manches retroussées, parcourant ses emails sur sa tablette. La maison était inhabituellement calme, aucune musique ne diffusait, aucun journal télévisé n'était diffusé en arrière-plan, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur et le bip occasionnel des messages entrants. Diana entra pieds nus, mais toujours dans ses vêtements de travail, une jupe crayon anthracite et un chemisier crème, ses cheveux naturels encadrant son visage dans un halo de boucles serrées. Sans un mot, elle plaça un verre de bourbon devant son mari, puis s'appuya contre le comptoir en face de lui. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle, finissant par ajouter. Marcus leva les yeux, son expression était lasse mais résolue. « Oui, je l'ai fait. » 23 ans à éviter soigneusement toute trace de politique raciale au bureau, et tu gâches tout en une seule conférence de presse. Je n'ai rien jeté. J'ai utilisé ma position pour aborder un problème légitime. Diana prit une gorgée de son propre verre. Ne me comprends pas mal, je ne critique pas, je suis juste surprise.
Marcus posa sa tablette en se frottant les yeux. Moi aussi. Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-elle doucement. Il réfléchit à la question en tournant lentement son verre entre ses paumes. Quand j'ai vu cette vidéo, Zora se tenait là, entourée d'officiers, refusant d'être intimidée, j'ai réalisé qu'elle montrait plus de courage que je n'en ai eu depuis des années. Ce n'est pas juste pour toi, Diana objecta. Tu as navigué dans un système conçu pour exclure les personnes qui te ressemblent. Tu t'es élevé presque au sommet de l'une des agences d'application de la loi les plus puissantes au monde. Et à quoi sert ce pouvoir si je ne l'utilise pas quand cela compte? Si je ne peux même pas protéger ma propre fille du profilage? Diana se déplaça vers l'îlot pour se tenir à côté de lui, posant une main sur son épaule. Tu as toujours été stratégique sur le moment et la manière dont tu abordes la question raciale. Tu me l'as dit 100 fois, changer le système de l'intérieur, jouer le jeu à long terme. Marcus couvrit sa main avec la sienne. Peut-être que j'y joue depuis trop longtemps. Peut-être que j'ai été tellement concentré sur le fait de ne pas faire de vagues que j'ai oublié pourquoi j'étais monté dessus en premier lieu. La sonnette de la porte retentit, interrompant leur conversation. Diana soupira. C'est le 3e journaliste aujourd'hui. Dois-je leur dire la même chose? Pas de commentaires, on se concentre sur notre famille, on respecte notre vie privée. Oui, confirma Marcus. Alors que Diana allait ouvrir la porte, le téléphone de Marcus vibra avec un appel entrant du directeur Callaway. C'était l'appel qu'il attendait depuis sa conférence de presse, 6 heures plus tôt. Sœur, répondit Marcus d'un ton neutre. Le ton de Callaway était tout aussi mesuré. Vous avez créé une situation assez grave. J'ai abordé un sujet d'intérêt public. Vous m'avez pris de court avec des initiatives politiques qui n'ont pas été approuvées par les canaux appropriés. Les initiatives sont solides et nécessaires. Callaway soupira de manière audible. Off the record, qu'est-ce que tu pensais? Vous savez comment ces choses sont censées fonctionner, nous discutons en interne, nous obtenons un consensus, nous présentons un front uni. Certains problèmes ne peuvent pas attendre le consensus, monsieur, surtout quand ce consensus est insaisissable depuis des décennies. Une pause. Votre fille va bien? Pas de traumatisme durable de l'incident? La question, avec son soupçon de préoccupation personnelle, adoucit momentanément la posture défensive de Marcus. Elle est résiliente, actuellement en tournée au MIT. Bien. Une autre pause. Le procureur général m'a appelé directement après votre déclaration. Elle est intriguée par votre groupe de travail proposé, elle veut se réunir la semaine prochaine pour discuter des paramètres. Marcus ressentit une lueur de surprise. Il s'attendait à une résistance. Je vais préparer un aperçu préliminaire. Fais ça. Le ton de Callaway s'était encore durci. Mais comprends quelque chose, Washington, tu as utilisé une quantité importante de capital politique aujourd'hui. Il y a déjà des gens sur la colline qui demandent des éclaircissements sur le fait que ta déclaration représente la politique officielle du bureau. Ça dépend de la façon dont les prochains jours se dérouleront. Callaway se racla la gorge. Le directeur de la TSA est furieux, au fait. Il dit que vous avez préjugé de toute enquête avant même qu'elle ne puisse commencer. Les preuves vidéo parlent d'elles-mêmes. Néanmoins, il existe des procédures qui protègent souvent le système au détriment des victimes. Marcus intervint, respectueusement. Mr. Callaway, c'est précisément le problème que j'abordais. Diana retourna dans la cuisine alors que Callaway terminait l'appel avec un rappel de la réunion avec le procureur général. Elle haussait un sourcil, curieuse, mais Marcus confirma. Un relais, pour l'instant. Je n'en ai jamais douté. Diana répondit en retournant à son poste de l'autre côté de l'îlot. Le FBI a plus besoin de toi que tu n'as besoin d'eux, surtout maintenant. Comment ça? Tu es devenu le visage de l'intégrité au sein des forces de l'ordre fédéral. Te licencier serait un désastre en matière de relations publiques. Marcus secoua la tête. Je n'ai pas fait ça pour les relations publiques. Non, tu l'as fait parce que tu as finalement atteint ton point de rupture. Diana l'étudia pensivement. Tu sais, en 15 ans de pratique du droit, je ne t'ai jamais vu réagir comme ça.
Ni quand on t'a écarté d'une promotion alors que tu avais 2 fois plus de qualifications que l'agent blanc qu'il a obtenu, ni quand ce sénateur a remis en question ton objectivité pendant l'enquête pour corruption, ni même quand le directeur de l'école de Zora a suggéré qu'elle serait peut-être mieux adaptée à une autre filière scientifique, malgré ses notes parfaites. Marcus détourna le regard. Ces incidents avaient effectivement provoqué la colère, mais il l'avait canalisée de manière stratégique, en travaillant dans les coulisses pour résoudre les problèmes sans confrontation publique. C'était différent cette fois-ci parce que, de près, mais vous semblez plus léger en quelque sorte. Malgré tout ce que Marcus considérait comme le poids de naviguer entre 2 mondes, être noir en Amérique tout en gravissant les échelons des forces de l'ordre fédéral, cela avait été son compagnon constant pendant des décennies. Les calculs minutieux, les silences stratégiques, l'énergie dépensée pour mettre les autres à l'aise avec sa présence, tout cela était devenu si enraciné qu'il ne le remarquait presque plus. J'ai passé toute ma carrière à essayer de changer le système de l'intérieur, dit-il finalement. Jouer selon ses règles, accepter ses compromis, croire que le progrès vient progressivement. Et à bien des égards, je crois toujours que c'est vrai. Mais Diana m'a incité à comprendre que parfois, le système a besoin d'un choc sur ses fondations. Parfois, il faut risquer ce que l'on a construit pour se rappeler pourquoi on l'a construit en premier lieu. Diana tendit la main par-dessus le comptoir pour lui prendre la main. Et pourquoi l'as-tu construit ? Marcus pensa à Zora, debout à l'aéroport, refusant d'accepter un traitement différentiel comme le prix à payer pour exister dans sa peau. Des milliers d'autres voyageurs avaient fait face à des situations similaires, sans la protection d'un parent puissant. Il pensa aussi aux jeunes agents qu'il avait encadrés, en particulier ceux de couleur, qui regardaient pour voir si quelqu'un qui leur ressemblait pouvait dire la vérité au pouvoir et survivre. Un jour, ils espéraient qu'il n'y aurait plus besoin de choisir entre la dignité et la sécurité. Pour un monde où notre fille n'a pas besoin d'être 2 fois meilleure pour aller à moitié aussi loin, répondit Marcus finalement. Diana lui serra la main, puis, en levant son verre dans un petit toast, elle dit, aux fondations ébranlées. Marcus fit teinter son verre contre le sien. Pour que le sol vaille la peine de se tenir dehors. Les fourgonnettes d'information restaient présentes, un rappel que l'attention du public était éphémère, mais que le changement systémique était un marathon. Marcus Washington avait passé sa carrière à se préparer pour le long terme. Maintenant, avec sa fille qui montrait l'exemple, il était enfin prêt à sprinter. La salle d'audience du Sénat bourdonnait d'impatience. 6 mois après l'incident de l'aéroport, ce qui avait commencé comme une vidéo virale s'était transformé en une conversation nationale sur le profilage racial et la sécurité des transports. L'audience d'aujourd'hui, sur l'équilibre entre la sécurité et les droits civiques dans les centres de transport américains, comporterait des témoignages d'experts en sécurité, de défenseurs des libertés civiles, et plus particulièrement du directeur adjoint Marcus Washington. Zora était assise dans la galerie, entre sa mère et sa tante Kendra, la sœur cadette de son père, qui avait pris l'avion depuis Chicago pour l'occasion. La salle était pleine de journalistes, activistes, politiciens et citoyens curieux. Près du front, Zora repéra plusieurs hauts fonctionnaires du FBI, dont le directeur Callaway, leurs expressions soigneusement neutres et nerveuses. « Pas pour moi », dit Zora en voyant les photographes se bousculer pour se positionner. « Pour papa. » Sa tante sourit en connaissance de cause. « Ton père a témoigné devant le Congrès une 12aine de fois. »« Pas comme ça. Pas sur quelque chose d'aussi personnel. » Diana se pencha. « Ton père s'est préparé à ce moment toute sa carrière, qu'il le sache ou non. » Avant de pouvoir répondre, le président du comité ouvrit l'audience. Après les déclarations préliminaires, Marcus fut présenté comme le premier témoin. Il s'approcha de la table à pas mesurés. Les plafonniers brillaient sur ses cheveux poivre et sel, coiffés de près. Dans son costume sombre et bordeaux, il ressemblait en tout point à un fonctionnaire fédéral accompli, à l'exception de la position subtile de sa mâchoire, que Zora reconnut comme son expression de prise de position. Après avoir prêté serment, Marcus commença sa déclaration préparée. Sa voix grave remplissait la salle sans avoir besoin du microphone. Président Chen, membre de Oran Alvarez, membre distingué du comité, merci pour l'opportunité. Il y a 6 mois, ma fille de 17 ans a été arrêtée à l'aéroport international Hartsfield-Jackson malgré une pièce d'identité valide et le respect de tous les protocoles de sécurité. L'incident, filmé,
avait déclenché une conversation nationale sur le profilage racial dans nos systèmes de sécurité des transports. Il s'arrêta, jetant un bref coup d'œil vers l'endroit où Zora était assise. Je me présente devant vous aujourd'hui non seulement en tant que directeur adjoint du FBI, mais aussi en tant que père, citoyen et agent des forces de l'ordre de carrière qui croit qu'une sécurité efficace et un traitement égal devant la loi ne sont pas des intérêts concurrents, mais des impératifs complémentaires. Pour les 10 prochaines minutes, Marcus présenta les conclusions du groupe de travail. Il avait établi des preuves statistiques de taux de dépistage disparates basés sur des protocoles de formation incohérents selon la race dans les aéroports et sur l'absence de mécanismes de responsabilisation significatifs pour une application biaisée. Il conclut avec des recommandations politiques spécifiques, allant de l'amélioration de la collecte de données à une formation renforcée aux droits civiques pour le personnel de sécurité. Lorsqu'il termina, le président Chen ouvrit la parole aux questions. Le sénateur Harrison, un conservateur aux cheveux argentés, connu pour sa position ferme sur la criminalité, se pencha vers son micro. Et directeur adjoint Washington, bien que je sympathise avec l'expérience de votre fille, n'est-il pas possible que ce que vous appelez le profilage soit simplement un travail de sécurité approfondi? Zora se tendit, mais son père resta calme. Sénateur, c'est une question légitime, mais elle repose sur une fausse prémisse, selon laquelle la rigueur et l'égalité de traitement sont en quelque sorte en contradiction. En fait, un filtrage biaisé est un filtrage inefficace. Lorsque nous allouons des ressources limitées en fonction de stéréotypes plutôt que d'indicateurs basés sur le comportement, nous créons à la fois des violations des droits civils et des vulnérabilités en matière de sécurité. Le sénateur Harrison fronça les sourcils. Mais vous reconnaissez sûrement que certains modèles démographiques existent dans les menaces à la sécurité? Ce que je reconnais, sénateur, c'est que se concentrer sur la démographie plutôt que sur les comportements nous a fait échouer à plusieurs reprises en tant que stratégie de sécurité. Les données sont claires. Les protocoles de filtrage basés sur le comportement sont à la fois plus efficaces pour identifier les menaces réelles et moins susceptibles d'entraîner des violations des droits civils. L'interrogatoire continua, alternant entre les demandes de soutien de certains membres du comité et les contestations d'autres membres. Marcus resta imperturbable, contrant le scepticisme avec des anecdotes et des données, avec une analyse systémique. Vers la fin de son témoignage, le sénateur Alvarez, le membre de haut rang, posa ce qui s'avérerait être la question la plus pointue de la journée. Et directeur adjoint, certains de vos critiques ont suggéré que votre plaidoyer sur ce sujet représente un conflit d'intérêts. Vous utilisez votre position pour répondre à un grief personnel plutôt qu'à un problème de sécurité objectif. Comment réagissez-vous? Un silence tomba sur la salle. Zora sentit sa mère se raidir à côté d'elle. Marcus se pencha légèrement en avant. Sénateur, je comprends ce point de vue, mais je dirais que mon expérience personnelle ne crée pas de conflit d'intérêts, elle crée une clarté d'objectif. Il fit un geste vers la galerie où Zora était assise. Et l'expérience de ma fille m'a ouvert les yeux sur un problème qui touche des milliers d'Américains chaque jour. Est-ce que cela me rend peut-être partial? Oui. Mais c'est un parti pris en faveur de la justice, en faveur d'une application égale de nos lois et procédures, en faveur d'un appareil de sécurité qui protège tous les Américains sans exiger que certains renoncent à leur dignité dans le processus. Il parcourut les membres du comité. Tout au long de ma carrière, on m'a conseillé de séparer mon identité de mon travail, de ne jamais faire de la race un problème. J'ai largement suivi ce conseil, mais la réalité est que pour de nombreux Américains, y compris ma fille, la race devient un problème, peu importe qu'ils choisissent d'en faire un. Le sénateur Alvarez hocha lentement la tête. Merci pour votre franchise, directeur adjoint. L'audience se poursuivit avec d'autres témoins. Zora réfléchissait au voyage. En 6 mois, la vidéo virale avait disparu des gros titres, mais ses effets d'entraînement continuaient de se propager. L'aéroport avait mis en place de nouveaux protocoles de formation. La TSA avait révisé ses directives de contrôle. Plusieurs États avaient introduit une législation exigeant la collecte de données sur les contrôles de sécurité. Les données démographiques, sur le plan personnel, les changements avaient été tout aussi importants.
Son père, autrefois réticent à aborder publiquement les questions raciales, était devenu un défenseur inattendu de la réforme au sein des forces de l'ordre fédéral. Le cabinet d'avocats de sa mère avait lancé une division des droits civiques axée sur l'équité dans les transports. Zora elle-même avait trouvé que sa propre voix s'était renforcée. Son sens du but s'était clarifié après un examen attentif. Elle avait accepté